Virginie Tournay, nous allons aborder maintenant la deuxième partie vous nous avez parlé d'abord de la fiction spéculative, mais ça n'a pas été, je dirais, l'essentiel de vos travaux jusqu'à présent, puisque l'essentiel de vos travaux a porté, si je ne me trompe pas, sur la sociologie des institutions. Alors ça, c'est ma deuxième question. Quelle est l'approche que vous avez sur la sociologie des institutions? Alors merci. Effectivement, j'ai publié différents ouvrages sur les institutions, Oui, Vie et mort des agencements sociaux de l'origine des institutions et Penser le changement institutionnel. Alors en fait, l'idée générale de ces ouvrages, c'est pas de décrire ou de modéliser la dynamique des institutions comme on pourrait le faire avec n'importe quelle chose, ou si on essaie de retracer par exemple la dynamique des espèces vivantes. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai essayé d'aller un peu à l'encontre de cette idée de mettre l'observateur, de mettre l'analyste à distance de l'objet qu'il analyse. L'objectif en fait de ce travail, c'est plutôt d'essayer d'intégrer le vécu, l'expérience sensible des individus, des citoyens, comme, je dirais, un point de passage obligé à l'analyse des formes et des dynamiques institutionnelles. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'institution, ce n'est pas un objet, je dirais, invariable dans l'espace et dans le temps. Sa forme, sa puissance, sa dynamique découlent, je dirais, de ceux qui la font, des rapports entre les instituants et les institués, de ceux qui la vivent et de ceux qui la commentent et de ceux qui la perçoivent. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc en fait, une institution, c'est avant tout un complexe de relations que l'on ne peut pas saisir pleinement dans sa totalité. Donc contrairement, je dirais, aux objets ou aux animaux, le changement d'un agencement social tel qu'une institution ne peut pas être indépendant de celui qui l'observe. Donc son ontologie, c'est-à-dire sa manière d'être au monde, son mode d'existence, est complètement différent d'un objet quelconque ou d'une espèce vivante. Pour vous donner un exemple, la numérisation des services publics peut être perçue comme quelque chose qui constitue une innovation de rupture pour ceux qui utilisent, je dirais, quotidiennement le numérique. Mais par contre, cette numérisation passera totalement inaperçue aux yeux de ceux qui n'ont pas ou ne peuvent pas accéder à ces outils numériques chez eux. Voilà. Donc, quelque chose qui, je pense, est vraiment important, quand on pense par exemple à la fracture sociale, on a tendance toujours à raisonner en termes d'inégalité d'accès. Mais on n'a pas toujours conscience que le véritable problème de fond, c'est la réalité même des changements du monde perçu, des changements institutionnels et politiques qui ne sera pas du tout perçu de la même façon par les différents segments de la population. Donc en fait, mon travail sur la sociologie des institutions consiste vraiment à essayer de réintégrer, je dirais, la réalité sensible, la réalité perçue par les citoyens, pour essayer de ne pas nous extraire, je dirais, de l'objet qu'on étudie, comme on le fait dans les sciences du vivant, dans les sciences expérimentales, parce que le mode d'existence des collectifs sociaux ne peut absolument pas être comparable ou assimilé au mode d'existence des objets, des choses ou des organismes vivants. Oui, alors, je vous suis tout à fait dans cette voie. Et il y a un point dont je n'ai pas parlé quand j'ai fait votre courte présentation, qui est celui de vos convictions laïques. Vous êtes une militante de la laïcité, ce qui vous a valu d'ailleurs le prix dont j'ai parlé, c'est-à-dire le prix Sciences et Laïcité du Comité Laïcité République. Et là aussi, vous présentez la laïcité comme étant un des piliers de notre société actuelle. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, alors pour moi, la laïcité, c'est avant tout un principe, un état d'esprit avant d'être un dispositif ou une construction juridique. C'est un combat pour l'autonomie de l'individu, pour sa liberté de conscience et la libre disposition de son propre corps.
Donc pour moi, il est vrai qu'il n'y a qu'une laïcité, elle ne se négocie pas, elle ne se transige pas. D'ailleurs, on voit dans l'histoire que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contient déjà, je dirais, les principes de la souveraineté nationale, des libertés de conscience et d'expression. Donc c'est vrai que individuellement, je ne comprends pas qu'on puisse remettre aujourd'hui en cause ces principes fondamentaux, ni qu'on puisse avoir la volonté d'imposer des principes culturels ou religieux qui lui seraient supérieurs. Pour moi, c'est quelque chose effectivement qui m'apparaît curieux. Alors, je dirais, je ne sais pas si je suis une militante de la laïcité, mais pour moi, c'est un principe qui est un allant de soi, qui est la condition même, je dirais, de toute vie en société. Et c'est ce qui vient en amont de toute différenciation spirituelle et culturelle des hommes. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et ça a pas mal de conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, la défense de l'esprit critique, de la démarche scientifique, c'est quelque chose qui va être nécessairement indissociable de la défense de la laïcité, puisque c'est ce qui permet finalement de distinguer ce qui relève de la croyance et ce qui relève de la connaissance. Mais je dirais qu'il y a même peut-être autre chose dans ce combat qui va vraiment au-delà de cette distinction. Je crois que la liberté et le plaisir d'acquérir des connaissances tiennent justement du fait que ça ne relève pas d'une quelconque vérité métaphysique ou divine. Donc pour moi, vraiment, la laïcité, c'est la condition nécessaire pour que chaque citoyen puisse vivre pleinement toute aventure culturelle, hein, qu'elle soit littéraire, artistique ou scientifique. Alors, la laïcité, ça veut dire effectivement beaucoup de choses qui concernent directement la vie des citoyens. Et il y en a une parmi ces différentes questions que la laïcité peut aborder. Il y en a une qui est tout à fait importante. Et nous sommes actuellement en campagne électorale. C'est un sujet qui revient de façon permanente et avec des approches tout à fait différentes selon les candidats, qui est le sujet de la fin de vie. Bon. C'est un sujet qui a été d'abord développé par le comité laïcité république, qui dans ses tout premiers fondements parle de la possibilité de choisir sa fin de vie et qui est actuellement soutenu par une grosse association qui s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors, pouvez-vous vous dire ce que vous en pensez? Alors, je suis effectivement également membre de l'Association du droit de mourir dans la dignité depuis maintenant 20 ans. Donc, c'est vrai que je crois qu'en ce qui concerne la fin de vie, à l'instar de ce qui se fait maintenant dans de nombreux pays étrangers, toute législation qui permettrait d'accompagner la fin de vie en soulageant les souffrances à la fois réfractaires et incurables pour la médecine, constitue une avancée humaniste. Pour moi, c'est clairement une évidence. Je crois aussi qu'en France, nous ne sommes malheureusement pas en avance par rapport à de nombreux autres pays. Je pense aux Pays-Bas, je pense à la Belgique, mais je pense également à certains pays catholiques comme l'Espagne. Donc pour moi, je dirais vraiment cette liberté, ce droit de mourir, je dirais, dans la liberté, c'est un peu du même ordre que ce qu'ont été les combats autour de l'interruption volontaire de grossesse. Ça relève de la liberté de disposer de son propre corps et c'est presque, je dirais, une continuité même de la laïcité. Virginie Tournet, nous arrivons au terme de cet entretien. Le temps qui nous est accordé étant pratiquement épuisé. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir accepté de nous rencontrer et je vous souhaite un plein succès dans vos recherches, ce dont je ne doute pas et je les suivrai avec le plus grand intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous pour cet échange.